Bonjour à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous la première cuisson d'émail, haute température, au-delà de 1200 degrés. Dans la vie d'un céramiste, c'est une expérience excitante qui signe l'aboutissement de travail accompli autour de la pièce. Mes pièces portent une lettre G. Ce n'est pas mon patronyme. G pour désigner le grès, la nature de l'argile, qui peut supporter la haute température comme la porcelaine. Il est important de bien distinguer les différentes natures de l'argile. En cas d'erreur, si on cuit une faïence à la température du grès, sa température de vitrification est dépassée. La pièce va fondre et c'est une catastrophe pour les pièces avoisinantes et les accessoires du four. Mes pièces sont émaillées avec un émail coloré à l'oxyde de fer rouge, que j'ai recouvert d'une fine couche d'un autre émail, notamment l'oxyde de cobalt et le chrome vert. L'émail cru et poudreuse se détache facilement de la pièce. On y adjoint une petite quantité de colle à bois qui, en séchant, durcira l'émail et facilite la manipulation de la pièce. Pour ces quelques pièces, je vais utiliser le four de 100 litres. Il a 5 faces chauffantes, ce qui permet une température assez homogène dans le four pour un nappage d'émail identique en tout point du four. Il est muni d'une trappe d'admission d'air frais car il faut un petit courant d'air ascendant qui évacue la vapeur d'eau de l'émail par la cheminée. Le niveau inférieur ne se place pas directement sur la plaque de carborandum afin que la chaleur circule librement entre les étages. On badigeonne la plaque de cuisson d'une couche de kaolin calciné destinée à recevoir les gouttes d'émail accidentelles qui tombent des pièces. Ces gouttes seront enlevées par moulage ultérieurement avant une autre cuisson. Les pièces sont disposées sur des petits plots stables de sorte qu'elles ne se touchent pas. Voilà, le four est chargé. Je verrouille bien la porte. Je rentre la courbe de cuisson en tenant compte du point de quartz, la charge et la capacité de chauffe du four. Le four est peu chargé. Je monte de 13 à 600 degrés en 4 heures, soit 125 degrés par heure. Pour le deuxième segment, c'est la pleine puissance. Je rentre juste la température à atteindre, c'est-à-dire 1220 degrés. Le programmateur utilise toute la puissance du four pendant cette phase pour atteindre la température désirée en minimum de temps. Je dois veiller à ce que mon réseau domestique fournisse la puissance demandée. Le troisième segment est le palier de nappage d'émail, soit 20 minutes à 1220 degrés pour que l'émail soit lisse et sans bulles. Le quatrième segment marque la fin de cuisson. Le four refroidit naturellement. Pour ce type de cuisson d'émail, je n'ai pas besoin de contrôler la descente en température. Par cette cheminée, on peut entreapercevoir la chaleur qui règne à l'intérieur du four. Le cycle de chauffe est presque fini. Entre 1220 et 275 degrés, le refroidissement est rapide. Ça nécessite que 12 heures. À cette température, on ne peut pas encore ouvrir le four. Si on accélère le refroidissement, on risque de casser l'émail ou les pièces. Le four a une grosse inertie thermique. Pour passer de 275 à 25 degrés, il faudra encore 24 heures. 48 heures plus tard, je peux enfin ouvrir le four. Voilà mes pièces émaillées à haute température. La couleur ambrée, cacadoir si vous voulez, est caractéristique de l'oxyde de fer en atmosphère oxydante. Je ne suis pas fan de cette couleur. Heureusement que j'ai vaporisé un peu de cobalt ou de chrome pour atténuer cette couleur sous-jacente. Le bol en terre chamottée, parfaitement vitrifié et étanche. Les pièces cuites à haute température sont plus résistantes et étanches que les pièces de faïence. Mais en contrepartie, la basse température a une palette de couleurs beaucoup plus variée et éclatante.